Le Mediator aurait provoqué la mort de 500 à 2000 personnes en France. En Europe, près de 200 000 personnes décéderaient chaque année en raison des effets indésirables des médicaments. Le scandale du Mediator a mis en lumière les défaillances de la chaîne pharmaceutique, non seulement en France, mais en Europe. En 2003 et 2004, l'Italie et l'Espagne ont arrêté la commercialisation du Mediator. Malgré cela, la France n'a pas suivi. Elle a attendu fin 2009 avant de retirer le produit de la vente. L'Agence européenne des médicaments ne privilégie pas la santé, elle est en train de privilégier les pouvoirs économiques et l'emploi liés au laboratoire. Et ça, c'est inadmissible. Servier semble avoir créé un nuage de fumée sur la molécule, en disant « mais non, mais notre molécule en France n'est pas la même, dormez tranquille ». Les grands lobbies ont eu le pouvoir de mettre en place un système d'expertise qui leur va très bien. Face au dysfonctionnement de la bureaucratie sanitaire et au conflit d'intérêts entre les pouvoirs publics et les très puissants, très riches laboratoires pharmaceutiques, comment peut-on redonner confiance dans le système? C'est le thème de cette édition, mais d'abord un rapide coup d'œil à l'essentiel de l'actu européenne de la semaine. Bruxelles annonce qu'il faudra 1,9 milliard d'euros supplémentaires pour que tous les satellites de Galileo, le futur GPS européen, soient bien mis sur orbite. Une annonce qui intervient après les révélations de Wikileaks sur le scepticisme du fabricant allemand de satellites. Le patron de OHB aurait qualifié Galileo de gaspillage et de projet stupide. Il vient d'être suspendu. Maintenant, on a mis dans un coin celui qui avait parlé contre Galileo. Donc, après, Wikileaks, ce n'est pas l'évangile. Les eurodéputés ont adopté une directive sur les soins de santé transfrontaliers qui permettra d'aller se faire soigner partout en Europe tout en étant remboursé. Marine Le Pen est devenue une figure incontournable de la vie politique française, mais à Strasbourg, au Parlement européen, elle n'attire pas vraiment les foules. L'eurodéputé a organisé une conférence de presse pour parler de son élection à la tête du FN, mais seule une poignée de journalistes a répondu présent. Pour remplir la salle, le reste des auditeurs n'étaient autres que des députés d'extrême droite et leurs assistants. Bon, Marine Le Pen, cette conférence de presse ici, cette première en tant que présidente du FN, c'était un peu un bide quand même. Il y avait très peu de journalistes. C'était surtout des amis, des alliés des autres partis d'extrême droite en Europe. Il m'a semblé voir un certain nombre de journalistes. Vous savez, c'était 4. Vous savez, il y a beaucoup de conférences de presse qui sont tenues ici. Mais c'est bien, ça prouve que les journalistes savent que le Front National est un parti rectiligne, qui ne change pas d'avis toutes les 2 minutes. Et peut-être qu'ils n'avaient pas envie d'entendre dire du mal de l'Europe aussi. Voilà, ils l'auront entendu quand même. À la décharge de Marine Le Pen, sa conférence de presse était organisée au moment précis où le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s'exprimait dans l'hémicycle. Viktor Orbán était à Strasbourg pour présenter les priorités de la présidence hongroise de l'UE et le conservateur, le nationaliste, a été chahuté par les eurodéputés qui l'attendaient au tournant sur sa nouvelle loi sur les médias, une loi qui menace les journalistes d'amende en cas d'information déséquilibrée. Les Verts l'ont accueilli en brandissant des unes de journaux blanches barrées du mot « censuré ». Le scandale du Mediator a fait éclater au grand jour les défaillances du système français et plus largement du système européen des médicaments. Chaque année, 197 000 personnes à travers l'Europe décéderaient des effets secondaires des médicaments. En 2003 et 2004, l'Italie et l'Espagne ont arrêté la commercialisation du Mediator. La France n'a pas bougé. Elle a attendu décembre 2009 avant de retirer le Mediator du marché. À l'époque, l'échange d'informations entre pays européens se faisait seulement sur une base volontaire. À 1 an près, la donne aurait été différente. En 2005, la législation pharmaceutique européenne a été renforcée avec la mise en place d'un système d'alerte européen via l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, dès qu'un produit pose problème. Mais un point d'ombre subsiste. Suite à un rapport très critique de l'Italie à l'encontre du Mediator dès 1999, l'EMA aurait demandé en 2001 au laboratoire Servier des études complémentaires, mais les résultats de ce rapport n'ont été publiés qu'en 2009, 8 ans plus tard. Le rôle de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, c'est de gérer les autorisations de mise sur le marché des médicaments et de faire le suivi de leurs effets indésirables à l'échelle de l'Union européenne. On voit bien
que là aussi, peut-être, l'Agence européenne du médicament a souffert du même mal que l'Agence française du médicament, à savoir d'une sorte de nonchalance dans la prise en charge, dans la décision, une absence de volonté d'avancer, une difficulté à prendre des décisions de rupture, etc. etc. Est-ce que vous, en tant que parlementaire européen, ici, vous allez demander une enquête européenne? Attends, il faut se poser la question. Le ministre Bertrand a posé la question au niveau français. Il a eu le rapport de l'IGAS qui dit que l'AFSAPS n'a pas joué son rôle. Maintenant, moi, en tant que député européen, je me pose la question. Est-ce que l'agence européenne a joué son rôle? Est-ce que c'est normal que l'agence demande en 2001 une enquête et ne semble pas s'émouvoir que pendant des années, elle n'a pas la réponse à cette enquête? Je ne sais pas, moi, vous trouvez ça normal? Moi, vu comme ça ne me paraît pas normal. À la suite de notre rencontre, Philippe Juvin a demandé la création d'une commission d'enquête européenne sur les agissements de l'EMA. Mais dans l'immédiat, la question qui se pose, c'est: est-on à l'abri d'un nouveau scandale du type Mediator? À l'heure actuelle, je pense que sur les 5000 médicaments, d'après certains experts, la moitié n'ont aucune efficacité. Et on pense qu'il y en a à peu près entre 70 et 100 qui peuvent justement entraîner des effets secondaires dont les risques sont supérieurs aux bénéfices. Donc ce qu'on demande au niveau de la France, mais c'est la demande aussi qui est faite au niveau de l'Europe, regardez tous les médicaments où les effets secondaires sont nommés, et puis bien regarder la balance risque-bénéfice et interdire ces médicaments, vous voyez, où il y a des effets secondaires qui peuvent entraîner la mort. On espère que ça ne se reproduirait plus. Maintenant, si un médicament ou une molécule est approuvé à l'échelle de l'Union européenne, on doit passer par l'EMA pour qu'il y ait approbation. Et si un État membre, les autorités sanitaires, découvrent qu'il y a un problème avec un médicament, il doit le notifier à l'Agence européenne qui mène une enquête. Et s'il confirme les doutes, les inquiétudes ou les constats du pays en question, la Commission européenne peut adopter un règlement qui retire le médicament. Oui, mais ça, c'est pour les nouveaux médicaments. Oui. Donc, dans le cas du Mediator, qui est un vieux médicament des années 70, là, qu'est-ce qui se passe? Il reste en circulation et il est hors champ, hors des radars, finalement, de l'EMA? Le Benfluorex, effectivement, est une molécule. Le Mediator est un médicament qui est entré sur les marchés européens dans les années 70-80. Et effectivement, la pharmacovigilance européenne n'était pas au point pour qu'il y ait des signaux d'alerte qui soient donnés au niveau européen pour qu'il y ait un retrait qui aurait pu être généralisé. Et c'est pour ça que certains pays, soit volontairement, soit le laboratoire lui-même, ont retiré la molécule en question et il est resté un pays qui, pour des raisons qui sont étudiées en France actuellement et décryptées, a laissé le médicament très longtemps sur le marché, c'est bien évidemment la France. La question qui se pose, c'est comment éviter les conflits d'intérêts et même les soupçons de conflits d'intérêts entre les agences chargées de contrôler les médicaments et l'industrie pharmaceutique. On parle de conflit d'intérêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Y ou Mme Z pourraient être mis en difficulté parce que quelque part ils sont experts, mais ils pourraient aussi penser à d'autres intérêts lorsqu'ils vont prendre leurs décisions. Mais attendez, arrêtons de rigoler. C'est en fait une organisation qui est mise en place. Parce que si M. Y ou Mme Z est à telle ou telle place dans la chaîne de décision, il y a été mis précisément parce que l'on sait que le moment venu, il va agir en faveur du laboratoire ou de l'industrie qui a souhaité le mettre à cette place-là. Quand on regarde, eh bien on s'aperçoit que c'est les mêmes personnes qui sont aux autorités nationales françaises et qui sont chefs au niveau des autorités européennes. Et je me demande si ce lien des mêmes personnes qui appartenaient avant et qui travaillaient avant dans les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas responsables, si vous voulez, de cette désinformation, de ce manque d'initiative pour interdire ce Mediator. Ces gens-là portent une très lourde responsabilité sur le nombre de morts dues à l'utilisation du Mediator. Actuellement, les agences de contrôle fonctionnent essentiellement grâce aux ressources des laboratoires pharmaceutiques. Afin de mettre un terme au conflit d'intérêts, les eurodéputés demandent des financements publics. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est quoi alors? C'est la santé des patients ou bien ce sont les profits des labos et les emplois aussi que ça génère, parce qu'il faut les produire, ces médicaments, et donc ils sont soutenus par les politiques. C'est évidemment la santé des patients, très clairement. Qui est le plus important ou qui devrait être le plus important? Qui devrait être le plus important. Et qui est le plus important aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas ça.
c'est l'intérêt industriel. Quand l'industrie pharmaceutique a investi 1 milliard d'euros, en règle générale c'est le coût d'un blockbuster pour développer un médicament et qu'elle se rend compte assez rapidement que ce médicament pose problème et qui pourrait entraîner des morts. Quels sont les garde-fous? Qu'est-ce qui peut les obliger à retirer ce médicament du marché? Mais aujourd'hui, la panoplie législative qui permet de dire à l'industrie pharmaceutique « votre produit est dangereux, on le retire ». Ce qui, heureusement, n'est pas la majorité des cas des médicaments. Enfin, il ne faut pas aussi qu'on tombe dans un anti-médicament. Ils sont là pour soigner. Non, il ne faut pas tomber dans un anti-médicament. Parce que je vois aussi le problème de ce type d'affaires, c'est que du coup, les gens vont venir voir le médecin en disant « Ah, moi, je ne veux plus du tout de médicaments ». Dans ces cas-là, on retourne à l'âge de pierre. Ce serait bon pour la sécu sociale. Ça serait très mauvais pour la santé. Reste la question de l'indemnisation des victimes. La France réfléchit à un fonds. Les Américains, eux, disposent d'une arme redoutable, la class action ou recours collectif. Le distributeur américain de coupe-fin Isoméride, produit des laboratoires Servier, a dû provisionner près de 16 milliards d'euros. Bruxelles songe à créer un recours collectif à l'européenne. On n'est pas encore sur le modèle américain de class actions. On parle de recours collectif dans l'Union européenne et on réfléchit à la Commission effectivement à avoir un mécanisme en place dans les années qui viennent. Et a priori, dans le cas d'un scandale comme ça autour d'un médicament, potentiellement, les gens, à travers ce recours collectif que vous pourriez mettre en œuvre, pourraient se retourner contre les laboratoires pharmaceutiques? C'est un peu trop tôt pour répondre. C'est précisément pour ça qu'on va consulter en fait, au niveau de l'Europe dans les prochains mois. Le recours collectif, c'est quand même le moyen à la fois pour les malades ou les victimes d'obtenir gain de cause, c'est-à-dire et la responsabilité et la réparation, mais c'est en même temps probablement le moyen de trouver une source de financement pour ceux qui produiraient précisément ces actions dans un cadre qui devrait bien entendu être réglementé. Et les labos, s'ils savaient que ça existe, auraient bien entendu un comportement différent. Voilà, c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Notre adresse email europe@bfmtv.fr. Vous pouvez également consulter cette émission en vidéo sur le site internet de la chaîne. Rendez-vous le week-end prochain, samedi 11h45, dimanche 16h45, pour une nouvelle édition de La Faute à Bruxelles sur BFM TV.